je vais essayer de vous faire un portrait aussi de cette bibliothèque qui disparaît dans l'incendie de 1849 et de comprendre un peu son essence. Et grâce aux recherches archéologiques qui ont été faites sur place, vous le savez, on a retrouvé des fragments, des morceaux de ces livres-là. Ça m'a été... Moi, ça a été vraiment extraordinaire. C'est quasiment la découverte du tombeau de Toutankhamon, là. On m'a appris ça quand Louise Potier m'avait appris cette découverte-là. Alors, c'est assez extraordinaire. Alors, bien sûr, je vais essayer de très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'évolution de cette bibliothèque-là, entre sa création au début du 19e siècle et sa disparition ici en 1849, rapide survol de ça. Et pour aller un peu plus loin dans le contenu de cette bibliothèque-là, j'ai choisi à dessein, à partir des listes que Louise Potier m'a envoyées, a eu la gentillesse de m'envoyer, de regarder en détail quelques titres sauvés, survécus. C'est pour ça que j'ai donné un autre titre ici, Vestiges de livres perdus, enfin, et qu'on a retrouvé et qui vont nous permettre un peu de comprendre à quoi servait et pourquoi cette bibliothèque-là avait une signification assez profonde dans le fonctionnement du parlementarisme de l'époque. Alors, rapidement, la bibliothèque d'Assemblée, en fait, de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, je vais passer un peu les édifices là, qui ont été occupés par, les 4 édifices qui ont été occupés par cette bibliothèque. Alors, au départ, on a souvent cru que dès 1792, lorsqu'il y avait eu on a établi un Parlement, qu'il y avait eu forcément, bien sûr qu'il y avait des livres qui circulaient dans le Parlement, mais une bibliothèque, en fait, c'est plus que quelques livres. C'est une organisation, un fonds initial, un responsable, ensuite l'acquisition de nouveaux titres qui viennent grossir ce noyau initial. Alors ça n'existe pas vraiment en 1792. Et d'ailleurs, il y avait... Dans le premier édifice du Parlement que vous voyez, qui se trouvait dans la côte de la Montagne à Québec, il y avait donc déjà une bibliothèque qui avait été instituée par le gouverneur Haldimand à l'époque de la guerre d'indépendance américaine, une bibliothèque d'association par abonnement. Et cette bibliothèque-là a offert ses services puisqu'ils étaient déjà installés sur place. On dit, bien, si vous avez besoin de certains livres, des ouvrages de référence ou certains livres de droit, etc., bien, on en a. Alors, on a ouvert donc cette bibliothèque-là aux parlementaires. Alors, c'était dans l'édifice. Évidemment, rapidement, on a compris qu'on avait des besoins plus définis. Et puis, c'est en 1801 que la Chambre d'Assemblée a créé un comité pour déterminer quels étaient les besoins de livres essentiels. Et on a confié au greffier, c'est-à-dire au secrétaire de l'Assemblée, le besoin, finalement, de commander des livres en Europe pour répondre aux besoins spécifiques d'un Parlement. 1801. Les conjonctures ont été favorables à ça parce que en 1802, vous vous souvenez peut-être de votre chronologie, la France et l'Angleterre, qui étaient en guerre depuis le début de la Révolution, établissent une paix. Ça ne durera pas malheureusement, mais on appelait ça la paix d'Amiens en 1802. On est sous le consulat du côté français et il va y avoir donc pendant à peu près un an rétablissement de la paix. Donc la demande du Parlement arrive au bon moment parce qu'on a pu très rapidement faire venir des livres français comme des livres anglais. Il y a eu un rétablissement un petit peu plus souple là, du commerce atlantique. Et à la même époque, profitant de la même conjoncture, le Conseil législatif, la Chambre haute, va décider de faire de même, de commander à ses fins certains livres en Europe. Alors donc, on voit en 1802 l'arrivée de ces livres-là. Ils sont arrivés rapidement grâce à la paix d'Amiens. Et donc, on peut dire que 1802, c'est la fondation de la bibliothèque de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. J'aime toujours citer, parce que ça donne bien le fameux vers de Victor Hugo, « Ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte et déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. » Alors, c'était vraiment le début du siècle. Et c'était un siècle aussi que les contemporains voyaient comme un siècle évidemment, avec la Révolution, avec ces grands mouvements-là, il y avait vraiment un siècle de changements fondamentaux, idéologiques et politiques. Et évidemment, le livre apportait un éclairage, une référence essentielle à ça. Alors, du côté du Haut-Canada, à la même époque, on voit apparaître effectivement les mêmes. On a peu de détails sur mais probablement que c'est à la même époque, 1 an ou 2 près, que le Parlement du Haut-Canada, qui siégeait à ce qui va devenir plus tard Toronto, à York, se constitue également un fonds qui va grossir tranquillement, mais il y a déjà un noyau. Mais vous savez qu'il va y avoir la guerre de 1812, et à ce moment-là, les troupes américaines ont investi la ville de York et ont brûlé l'édifice parlementaire. Donc, en 1812-1813, le
Parlement du Haut-Canada a brûlé avec les livres qu'il y avait dedans. Donc, pour le Haut et le Bas-Canada, vous savez, cette longue guerre qui va reprendre entre la France et l'Angleterre, guerre aussi 1812 avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, va retarder évidemment tout le commerce du livre. Donc, entre 1802 et 1815, il va y avoir quelques ajouts, mais pas grand-chose. Le départ, disons, l'essor des bibliothèques parlementaires se fait après 1815, étant donné que la paix est revenue. Et la bibliothèque du Conseil législatif, elle va rester assez spécialisée dans le domaine du droit et du parlementarisme, les documents parlementaires, essentiellement, les publications officielles. Celle du Bas-Canada, à partir des années 1820, va prendre un virage différent et surtout avec Louis-Joseph Papineau comme président de la Chambre, qui est un bibliophile, comme on sait. Et dans les années 20, on va commencer à orienter la bibliothèque du Parlement, l'élargir, finalement, élargir son champ de spécialité, non seulement dans le domaine du droit et du parlementarisme, mais un petit peu de façon encyclopédique. On va avoir des livres d'histoire, on va avoir des livres de sciences, on va avoir des livres un peu, on va élargir. Et le modèle qui sert un peu à ça, c'est ce qui se passe du côté des États-Unis. À Washington, après aussi un incendie qui avait brûlé la bibliothèque du Congrès, on a donc redémarré avec la collection Jefferson et dès ces années-là, la bibliothèque du Congrès des États-Unis devient une bibliothèque universelle assez riche, assez intéressante. Alors donc, on va suivre un peu ce modèle-là. En 1833, la bibliothèque est confiée à Étienne Parent, le journaliste Étienne Parent, et avec le même appui de Papineau, on va avoir aussi la tendance, on dit même dans les rapports que Étienne Parent avait rédigés à cette époque-là, qu'on souhaitait en faire une bibliothèque nationale, l'idée d'une collection nationale qui va s'orienter beaucoup sur l'histoire nationale. Et puis tout à l'heure, je pense que Jonathan Livernois va nous parler de Faribault, qui a joué un rôle important aussi pour enrichir cette collection d'histoire, histoire non seulement du Canada, mais de toute l'histoire coloniale, finalement, de l'Amérique, Amérique espagnole, etc. On veut vraiment constituer une très belle collection. Les événements de 1837 vont arriver. Il va y avoir ce que j'appelle la bibliothèque au bois dormant, parce que pendant ces années-là, la bibliothèque est tombée vraiment un peu, on ne sait pas trop. Il y a eu quelques acquisitions, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors, voyez-vous, c'était l'époque où le Parlement avait été reconstruit. C'est le bâtiment que vous avez à droite. Et en 1840, avec l'Union du Haut et du Bas-Canada, on va donc établir la capitale à Kingston. Kingston, avec un édifice, c'était l'ancien hôpital de la place où on va installer la bibliothèque. Mais on va laisser des livres à Québec parce que c'est difficile. On va perdre des livres aussi. Le transport de ces livres-là à Kingston va se faire. Et c'est à ce moment-là aussi où on va fusionner la bibliothèque du Haut-Canada, qui s'était reconstituée elle aussi, avec la bibliothèque du Bas-Canada. Et on va même la partager entre la bibliothèque du Conseil législatif, qui continue à exister, et celle de la Chambre d'Assemblée. Donc, voilà. Et c'est cette bibliothèque-là qui, en 1843-44, va se redéménager, mais de façon un petit peu plus correcte, vers Montréal et s'installer dans l'édifice du Marché Sainte-Anne. Donc, on a toujours deux bibliothèques, une bibliothèque pour la Chambre d'Assemblée, une bibliothèque pour la Chambre haute. Ce qui va brûler en 1849, on l'a évoqué un peu dans les conférences précédentes, c'est à peu près une collection pour la Chambre d'Assemblée d'environ 15 000 ouvrages et pour le Conseil législatif, environ 8 000 ouvrages. Alors, c'est quand même, ça nous paraît assez modeste aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était la grande bibliothèque, on peut dire, là, et surtout, voyez-vous, on est avant même, bon, à Montréal, il y a McGill peut-être, mais il y a le Séminaire de Québec, à Québec, qui a un fonds documentaire assez important qui remonte à la Nouvelle-France, mais il n'y a pas encore de grandes universités. Hein? L'Université Laval n'est même pas créée encore. Alors, on est vraiment... Cette bibliothèque-là, elle est à la fois... Elle avait été ouverte, je ne vous l'ai pas mentionné, mais dès 1825, toujours un peu sur le modèle américain, de cette bibliothèque qui ne soit pas uniquement réservé aux parlementaires, mais que hors des périodes de session, on ouvrait donc les chercheurs, les gens, les personnes qui voulaient venir travailler à cette bibliothèque-là. C'était ouvert. À partir de 1825, la bibliothèque devient de plus en plus publique. Alors, donc, politique d'acquisition qui était quand même importante à l'époque. Et
il y a des livres qui prennent des fois une importance. Je vous donne un exemple que j'ai souvent cité parce que ça m'avait frappé quand j'avais commencé à reconstituer le catalogue de cette bibliothèque-là. C'est un ouvrage comme ça. Vous savez, titre par titre, ça a l'air, quand on regarde un catalogue ancien, c'est toujours très astringent. C'est très, très difficile à trouver quelque chose. Puis tout à coup, on se met à fouiller, c'est quoi ces livres-là? Puis maintenant, avec la numérisation, c'est extraordinaire parce qu'on peut même aller chercher avec les livres numériques le contenu de ces livres-là, puis là, tout d'un coup, découvrir des choses. Je vous donne un exemple. Après ça, je vais aller vraiment dans les exemples de livres retrouvés qu'on a retrouvés sur place. Mais c'est les œuvres d'un juriste du 17e siècle qui s'appelait Olivier Patru. Ça dit probablement pas grand-chose à beaucoup de monde. Olivier Patru, effectivement, il est né en 1604, 1681. C'est un juriste éminent. C'est un des fondateurs de l'Académie française, un des premiers qui a créé avec Richelieu l'Académie française. Puis, en son temps, il a contribué beaucoup à la défense de la langue française comme langue juridique, non pas contre l'anglais, mais contre le latin. Dans la vieille France, le latin était la langue juridique. On disait, le français, c'est pas... Et Patru a été un grand défenseur, juriste lui-même, grand défenseur du français comme langue juridique, langue de la loi, langue du droit. Alors, c'est ce qui lui a valu peut-être son fauteuil à l'Académie française. Et il y a eu des éditions, et en 1836, la Chambre d'Assemblée fait l'acquisition de l'édition des œuvres complètes de Patru, une édition justement qui contenait non seulement ses ouvrages de droit, mais également ses ouvrages de défense et illustration de la langue française. Alors moi, je me dis, quand même, sans faire d'interprétation trop abusive, l'intérêt que pouvaient avoir les députés du Bas-Canada à l'époque pour ce livre-là, qui datait quand même, c'était sur du vieux droit français, on en avait besoin ici aussi pour comprendre, mais il y avait peut-être aussi ces chapitres-là sur une défense de la langue française comme langue du droit et langue de l'État, pour justifier aussi la place que le français pouvait prendre au sein de la vie politique de l'époque. Alors, c'est un exemple que j'avais trouvé frappant pour moi, mais qui se multiplie si on regarde titre par titre. Alors, allons-y avec les quelques ouvrages trouvés. Le correspondant. Alors, on a retrouvé les quelques ouvrages je crois que c'est 1847, 46, 47, 48, en fait, des fragments qui étaient retrouvés dans le substrat du site de... Alors, le correspondant, c'est un recueil périodique littéraire, historique, philosophique, rattaché au mouvement catholique, mais au mouvement catholique plus libéral, disons ce qu'on appelait le catholicisme social en Europe. Alors, on y traite de sciences morales, de politique, d'histoire critique, littéraire. On publie des chroniques bibliographiques, donc ça permet de découvrir d'autres titres aussi qui viennent de paraître. On informe les lecteurs des nouveautés, etc. Alors, au début, c'était un hebdomadaire qui devient mensuel, et puis après ça, la périodicité va changer. Alors, c'est un ouvrage donc, qui a été publié. Il a été publié jusqu'en 1937. Mais ça avait commencé en 1829, mais à partir de 1843, et l'abonnement de la Bibliothèque du Parlement commence en 1843, c'est le moment où la périodicité devient le plus mensuelle, plus régulière. Alors, on a quoi dans ces ouvrages-là? On a des textes de Frédéric Ozanam, par exemple, qui a fondé la Société Saint-Vincent-de-Paul, Lacordaire, Lenormand, qui était un ami de François Guizot. Vous avez aussi le comte de Falloux, qui était un grand défenseur de l'enseignement religieux, et puis Montalembert aussi. En fait, c'est des grands noms quand même de la pensée politique catholique de l'époque. On disait des gens qui correspondaient, en fait, qui étaient... travaillaient aux correspondants, on disait d'eux qu'ils avaient un pied à l'église et un autre dans les salons, parce qu'ils étaient très au courant. Alors, c'est le courant catholique, mais un courant catholique un petit peu libéral, disons, par rapport à l'ultramontanisme plus conservateur et plus axé sur le Rome et puis la vision plus traditionnelle ou plus conservatrice de la pensée catholique. Alors, voyez-vous, ça commence, on a 1843 et ça devient intéressant de voir aussi le contenu des numéros qui ont été retrouvés, parce que c'est l'époque 1843-44 où la France et l'Angleterre, il n'y aura plus de guerre après ça. Il commence à y avoir un rapprochement. La reine Victoria vient rencontrer le roi Louis-Philippe, et puis bon, on se donne la main. C'est le début d'une entente cordiale, ce qui va devenir plus tard l'entente cordiale franco-britannique et qui va se continuer même après le Second Empire. Alors, ce rapprochement franco-anglais, il fait l'affaire aussi des Canadiens parce que leur intérêt pour la documentation française fait que ce n'est plus jugé comme étant
subversif. Ça devient, puisque la reine va rencontrer le roi, le roi des Français, bien, ça devient possible de lire ou de se documenter sur la pensée française. Aussi, quand on regarde l'arrivée d'un livre, d'un périodique comme celui-là, situons-nous aussi en 1843, 44, 45, on est dans les années qui ont suivi le fameux voyage de Monseigneur Forbin-Janson au Québec. Alors donc, cette redécouverte, cette renaissance aussi de la pensée catholique qui va évidemment évoluer, puis ici avec les grands ultramontains comme Monseigneur Bourget, mais il y a une espèce de pensée de renouveau, disait-on, de la pensée catholique sur place aussi. 1844, c'est aussi la fondation de l'Institut canadien à Montréal. Donc, il va y avoir, on le sait, un clivage aussi de ce côté-là. Donc, d'avoir un périodique comme ça à la Bibliothèque du Parlement, ça permettait aussi de se documenter, de se faire une tête, comme on dit, sur la pensée qui est en marche à cette époque-là. Je vois que ça avance très vite. Alors, je vais aller très vite. Alors, donc, il y a eu des sujets sur le libéralisme, dans ces articles-là, sur le libéralisme et autres, et tout ça, ça allait quand même très bien. Une histoire de France assez contemporaine de Montgaillard qui a été retrouvée aussi en portion. Alors, je vous en reparlerai plus tard, si vous voulez. Je voulais rapidement... Ah oui, c'est ça, l'histoire abrégée des traités de paix, puissance d'Europe, c'est également dans le même rayon. Je voulais vous parler un petit peu de l'Edinburgh Review, parce que l'Edinburgh Review, c'est une revue fondamentale pour la pensée politique à l'époque. C'était la revue, disons, progressiste, qui brassait des idées, qui avançait du côté des réformes en Angleterre. Donc, c'était vraiment une espèce d'incontournable et qui arrive, disons, sur place ici dès 1815. Donc, c'est une collection qui va vraiment prendre beaucoup d'importance. Et puis, je travaillais sur Pierre Stanislas Bédard, qui avait été emprisonné en 1810, et John Nilsson, qui était son pusher de livres, allait en prison lui apporter des numéros d'exemplaires de l'Edinburgh Review. Et quand il est sorti de prison, il avait écrit tout de suite à Nilsson en disant qu'il voulait s'abonner, qu'il voulait même avoir tous les numéros antérieurs pour se documenter. Donc, c'est une revue qui inspirait beaucoup la pensée politique de cette époque-là. L'Encyclopédie Britannica, je vous disais que l'Assemblée avait vraiment élargi son champ de s'ouvrir sur le monde. Alors, on a vraiment, c'est un bel exemple avec l'Encyclopédie Britannica, la 5e édition qui est de 1824. On a aussi les archives des découvertes. Toujours, c'est tous des livres dont les fragments ont été retrouvés. Là, ça, je trouve ça extraordinaire. Ben là, c'était des ouvrages basés sur les brevets accordés en France, sur les nouvelles techniques, les machines, les outils. Alors, c'est tout le progrès technique qui va évidemment alimenter la révolution industrielle éventuellement, là, dans les années plus tard, et qui avance bien. Les descriptions des arts et métiers, ça va dans le même esprit. Vous avez évidemment la documentation parlementaire, Journal de la Chambre des Lords, c'est important. Mirror of Parliament, c'était un résumé des débats parlementaires britanniques. J'accélère parce que j'aurais pu vous en tenir, mais de toute façon, c'était prévu. Je voulais vraiment accélérer comme ça simplement pour vous faire de façon un peu comme impressionniste, mais que vous voyez des ouvrages quand même de différents domaines et qui alimentaient les choses. Cours complet d'agriculture. On est avant même la création des écoles d'agriculture au Canada, au Québec, et on a vraiment toute une documentation sur la pensée agricole. Et ça, il faudrait voir un peu les liens qu'il y a dans ces ouvrages-là avec toute la pensée physiocratique du 18e siècle, la pensée où l'agriculture est laissée finalement comme une entreprise, un peu dans l'esprit capitaliste, mais de la libre entreprise finalement, et que l'agriculture est vraiment un moteur aussi économique important dans une économie. Alors, vous avez des exemples aussi du côté britannique, encore des exemples qui ont été retrouvés. Voilà. Alors, je veux simplement un petit peu finir de ce portrait-là très, très rapide, mais le contenu d'une bibliothèque centrale, puis ça, c'est la reconstitution numérique que je trouve extraordinaire de cette bibliothèque, qui était celle du Parlement. C'est les valeurs, c'est des questionnements d'une époque. L'incendie de 1849, ça a arrêté un peu. On a un portrait aussi par les catalogues, bien sûr, puis les listes d'acquisition. On a un portrait général de ce qu'était cette bibliothèque-là. C'est un peu comme l'éruption du Vésuve, le truc qui a figé Pompéi d'un seul coup. Et maintenant, quand on découvre, on est capable de voir la vie quotidienne romaine telle qu'elle était, puis vraiment sans artifice, puisqu'on a le portrait réel. C'est un peu l'incendie du Parlement
a été un peu aussi une sorte d'éruption du Vésuve. Alors, l'analyse d'une bibliothèque disparue, c'est une recherche de compréhension d'une époque, une société dans un temps donné. Et au siècle dernier, l'historien Alphonse Dupron, que j'aimais bien, a laissé, parce qu'il a fait beaucoup d'ouvrages sur l'histoire du livre, une belle réflexion sur le sens à donner à une enquête bibliologique de cet ordre-là. Outre la discipline, disait-il, et l'érudition qu'elle commande, une enquête comme ça a une valeur que si elle rejoint la vie réelle de la société qui se révèle à travers les collections de livres d'une autre époque. L'enquête bibliographique, disait Dupron, vaut ce que valent la conception et l'échange devient possible entre nos interrogations d'aujourd'hui et les ferveurs créatrices ou le mystère d'exister d'autrefois. Cette atteinte, disait-il, est de tous nos exercices historiques, non seulement le plus sûr de vérité, mais aussi le plus créateur d'une rencontre d'humanité. Fin de citation. C'est ainsi qu'une bibliothèque disparue, et puis là, je vous donne un bel exemple photographique de ces fragments, une bibliothèque disparue en 1849 et dont les archéologues redécouvrent contre toute attente et contre toute espérance d'authentiques fragments échappés au feu. Cette bibliothèque nous offre encore ce que j'appelle des peaux vives de la pensée qui sont maintenant devenues un témoignage. Je vous remercie beaucoup.